Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Lafontaine, je suis Engineering Director à Doctolib et je vais vous parler de quand ça va mal, quand c'est la merde. Alors Doctolib, je ne reviens pas dessus, vous connaissez tous. On fait de la prise de rendez-vous, de la téléconsultation et ça c'est aussi important parce qu'hier dans une conférence qui était super bien sur l'analyse transactionnelle et l'architecture, je vous invite à la regarder, la personne a dit ça, on fait du dev, on ne sauve pas des vies. Alors c'est vrai, nous on ne sauve pas des vies, mais par contre quand on est down, la causalité entre notre service est down et il y a quelqu'un qui à la fin n'a pas pu se faire sauver justement, elle n'est pas très loin. Donc il faut toujours y penser quand on pense à ça, enfin, on y pense quand on y pense. Bref, Doctolib pour nous, il ne faut pas que ce soit down. C'est vraiment notre mission numéro un, faire que notre service soit accessible et que les gens puissent travailler. Donc là, j'ai peut-être un peu plombé l'ambiance, mais je vais vous raconter un truc beaucoup plus drôle, c'est mon premier code à Doctolib. Donc moi, je suis arrivé il y a 3 ans et demi, en 2018. Je suis arrivé pour monter une toute petite équipe au début. Donc on était deux, on a fait la Doctolib Academy, c'est 2 semaines d'intégration, où on apprend plein de choses sur le système de santé, etc. C'est top. Et puis après, vient le moment de coder, on est super content, super chaud. Et on fait notre pull request. Pas très compliqué, hein. On rajoute un écran, on rajoute un champ, youpi, un champ en base de données, ça marche. Test unitaire, pull request review, tout ça, tout ça, tout ça. Hop, on y va, ça met en prod. On est content, et là, boum, il y a un peu tout qui explose. C'est-à-dire que c'est branle-bas de combat chez Doctolib. On dit, ah là là, la prod est down là, vite, vite, vite. On voit des gens qui s'activent, ils résolvent le problème assez rapidement. Et puis à la fin, ils viennent trouver pourquoi c'est tombé. Et puis ils sont arrivés sur nous. Ah c'est votre code qui a fait péter Doctolib. Donc après, on essaie de comprendre pourquoi. On fait toute une analyse de savoir ce qui s'est passé et comment on va l'empêcher. Et en fait, il s'avérait que nous, on rajoutait juste un champ, mais sur la plus grosse table. Et en fait, quand on fait ça, ça met des locks à un moment, des moments du déploiement. Et de fil en aiguille, il y a tout qui tombe. Et ce qu'on a fait après ça, c'est finalement faire une petite librairie automatique qui, à chaque fois qu'il y a des migrations de base telles qu'on les fait, soit ça interdit de la façon dont c'est fait parce qu'il ne faut pas le faire comme ça, il faut le faire autrement, soit ça indique et ça permet de faire en sorte que notre site n'est jamais down au moment où on fait des livraisons. Sachant qu'on fait des livraisons tous les jours et maintenant 3 fois par jour. Et en fait, depuis, c'est toujours un sujet qui m'a vachement intéressé, auquel je participe beaucoup, c'est la gestion des incidents, ce qu'on appelle crisis chez nous, et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Alors tout d'abord, une crisis, oui, donc on parle anglais, pas très bien à Doctolib, mais on parle anglais, du coup il y a pas mal de choses qui vont être en anglais. Une crisis à Doctolib, c'est quoi? Quand est-ce qu'on doit déclencher cette gestion d'incident? Alors tout d'abord, quand le site est down, ça c'est sûr. Si on n'arrive pas à accéder à www.doctolib.fr, a priori il y a un problème, donc on part en gestion de crise. Si ça marche, mais qu'il y a au final une fonctionnalité majeure qui ne marche pas. Par exemple, on peut très bien avoir le site qui répond, super, mais par contre la prise de rendez-vous, elle ne marche pas, donc forcément, crisis. Si ça marche, mais que c'est trop lent, si c'est trop lent, donc on parle de pas une page qui se met en 10 secondes, hein, une page qui, si elle met plus de 1 ou 2 secondes à être affichée, en moyenne, a priori, on va partir aussi en crisis. Pourquoi? Parce que quand on prend une prise de rendez-vous, quand on est sur son canapé, c'est pas très grave. Par contre, on a des power users. Avec Doctolib, on fait aussi des vie ma vie, c'est-à-dire qu'on les développeurs, on va sur le terrain, dans les centres de vaccination ou chez les praticiens, pour voir ce qui se passe. Et moi, une fois, j'étais dans un petit centre de soins, et on a vraiment des assistantes qui, toute la journée, avec 5 minutes de pause, mais dans toute la journée, elles sont actives sur Doctolib. Et quand on voit ça, on dit ah ouais, en fait, faut vraiment que ça speed. Donc, Crisis, si c'est trop lent. On a toutes nos équipes SRI, DevOps, Infra, qui monitorent la prod. Et forcément, il y a toujours des choses qui tombent un petit peu tout le temps. Et il y a une alerte, ils savent quoi faire, ils réparent, super, personne ne fait rien. Par contre, on ne s'inquiète pas plus que ça. Par contre, des fois, c'est le sapin de Noël, il y a tout qui clignote d'un coup. Et par contre, là, il faut s'activer et on n'a pas de playbook pour ça. N'importe quel incident de sécurité ou suspicion d'incident de sécurité, dès que ça touche à de la donnée, par exemple, on va dire, oh là, crise. Et d'ailleurs, pour ça, on le verra peut-être après, mais on a une cellule de crise spéciale. Ce pas les mêmes personnes et ce pas les mêmes procédures.
ou si on a notre support qui est lui-même en crise, c'est-à-dire que chez Doctolib, on a une activité qui est plutôt linéaire, bon, sauf quand le président fait des tweets, mais on a une activité plutôt linéaire et prédictible, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien pendant la nuit. À 7 h du matin, il commence à avoir un petit peu d'activité, ça augmente jusqu'à 10 h, ça redescend un peu à midi à la pause, 14 h, ça remonte, voilà. Et donc, notre support aussi, il est calé sur ces horaires-là. C'est-à-dire qu'au début, à 7 h, il y a une ou deux personnes, et puis au fur et à mesure, il y a plus de personnes, etc. Et tout d'un coup, il peut y avoir plein d'appels au support. Et là, on sait que même si on n'a pas pu le détecter nous-mêmes avant, ce qui est dommage, eh ben, c'est probablement qu'il y a un souci, il faut s'en occuper. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a quelqu'un qui appuie sur un gros bouton rouge. Et surtout, ce qu'on dit, c'est que s'il y a un doute, appuyez. Hyper important, parce que notre principal but, c'est qu'on soit up. Et donc, dès qu'on a la suspicion qu'il y a quelque chose qui se passe, on le fait. Et ça nous a amené une crise, je pense, la plus simple de ma vie à résoudre. C'est une fois, une crise, je reçois un petit SMS, il faut que tu gères la crise, super. On arrive sur la salle de crise, qu'est-ce qui se passe? Aucune idée, personne ne sait. Donc on appelle la personne qui a appuyé sur le bouton. Et en fait, elle nous dit « Ah ben non, il n'y a pas de crise, trop bien, parce qu'en fait, je viens de finir la Doctolib Academy, les 2 semaines d'intégration. On nous a parlé de ce bouton rouge, et ben, je vais appuyer pour voir ce qui se passait. » Ok, très bien. Et là, on s'est dit, bon, il faut éviter que ça se reproduise, donc qu'est-ce qu'on va faire? Et à la fin, en fait, on n'a rien fait. On a juste dit, mais non, mais c'est pas grave. Ça, c'est arrivé une fois, ça fait 6 mois que ce processus est en place. On va attendre une fois qu'on en a 100 par jour, des problèmes comme ça, et après, on verra ce qu'on fait. Depuis, ça s'est jamais reproduit. Juste, on a dit aux gens, si vous appuyez, il y a vraiment des gens qui se bougent le cul. Donc, évitez. Le bouton, c'est le bouton sur un site web, hein, c'est ça. Maintenant, on en a 4 pour justement séparer ce qui est crisis, sécurité et autres. Tout en bas, là, il y a marqué ça. Ne pas hésiter à presser le bouton et personne ne va venir vous blâmer si c'est une fausse alerte. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on appuie sur le bouton? On a des notifications, Slack, SMS, pour prévenir tous les gens qui a ce problème-là. Qui est-ce qui peut être notifié? À peu près tout le monde qui le veut, en fait. Donc on a les équipes SRI qui, eux, ça fait partie intégrante de leur boulot, donc ils sont directement dedans. Mais n'importe quel dev, et même n'importe quelle personne à Doctolib, peut venir se souscrire à ces notifications. Et après, on arrive tous en crise, donc il y a 2-3 têtes, vous connaissez peut-être. On arrive en crise sur un Meet, et là, on discute de savoir comment est-ce qu'on va le résoudre. Meet, au début, c'était un peu l'ennemi. On se disait, on va pas faire un Meet, c'est mieux d'avoir une vraie salle. Donc on avait la salle. D'ailleurs, au début, on se réunissait dans la salle des DevOps. Quand c'était des problèmes d'infra, c'était pertinent. Quand c'était des problèmes juste de code, ils se faisaient un peu chier, les DevOps. Et par contre, on se disait, c'est important d'avoir tout le monde, qu'on puisse communiquer très rapidement. Avec le temps, en fait, moi, je préfère largement Meet, parce que quand les gens se coupent la parole ou quand il y a 2 personnes qui parlent en même temps, personne n'entend rien. Et donc, tout le monde se régule finalement. Et ça permet de fluidifier beaucoup plus la communication. Dans une cellule, là, ça ne se voit pas, mais on a différents rôles qu'on a mis au fur et à mesure. C'est vrai que tout ce process-là, on l'a fait évoluer au fur et à mesure et il évolue toujours. On a l'incident manager, le responsable d'incident. Lui, c'est vraiment le capitaine qui doit garder la tête froide au milieu de la tempête. Sachant que les crises, quand tout va mal, il y a quand même tout le monde qui gueule très fort, tout le monde qui a des super idées, et là, il faut arriver à faire calmer tout le monde pour être sûr qu'on avance au bon rythme, qu'on fasse les bonnes actions. Principalement, c'est éviter que les gens restent les yeux dans les phares, éblouis, et n'avancent plus. Parce que des fois, c'est ce qui se passe. Ok, ça clignote, sympa de Noël, cool, et on ne sait pas. Donc là, c'est important d'avoir des checklists, une méthodologie pour dire, voilà, toi, essaye de voir si tu trouves quelque chose dans le code. Les infras, essaye d'investiguer ce que vous pouvez. Est-ce qu'on a une piste? Est-ce qu'on arrive à reproduire? Etc. D'ailleurs, on appelle forcément les gens les plus pertinents. Donc c'est pas rare qu'on ait des gens du support, typiquement, pour qu'ils nous expliquent ce qui se passe, voire même qu'on appelle des praticiens pour comprendre finalement le problème. Surtout que maintenant, avec la sécurité qu'on améliore de jour en jour, et typiquement l'encryption de bout en bout, il y a des fois, en fait, on n'arrive pas à reproduire nous-mêmes. Du coup, il faut appeler les praticiens, leur dire est-ce que vous êtes d'accord pour ce qu'on investigue avec vous, qu'on prenne contrôle sur votre poste, ou que vous nous partagiez votre écran pour qu'on puisse comprendre.
Donc il faut faire en sorte que ça avance, mais surtout pas trop vite. Alors pourquoi pas trop vite? Pourtant on est en crise. Parce que le surincident est jamais très loin. Et on a tendance à vouloir réparer, et des fois on va un peu trop vite et on fait un plus gros problème. Typiquement, une fois il y avait ça, on a rajouté un petit bug, donc on a lancé une crise, et puis on s'aperçoit que le bug, finalement ça rajoute un champ ou ça oublie de rajouter un champ, et les rendez-vous ne sont plus visibles. Donc ok, il faut qu'on le corrige. Il y a quelqu'un qui dit, ouais, j'ai la solution, super, super, vas-y, on va lancer ce script, hop, cool. Ah, on n'avait pas modifié que les rendez-vous qui avaient été mal faits, mais l'ensemble des rendez-vous. Donc ils étaient encore visibles, mais par contre, ça nous a pris plusieurs heures après pour rattraper les données, revenir sur les sauvegardes, etc. Et donc c'est important d'avoir toujours une vérification, et même si l'incident manager ne comprend pas exactement ce qui se passe, parce que c'est trop technique pour lui, qui demande à quelqu'un d'être sûr et de confirmer que ça se passe bien, et qu'on est sûr de ce qu'on veut faire. Deuxième rôle hyper important, le Communication Manager. Lui, il fait surtout office de rempart. Encore une fois, quand tout brûle, il y a tout le monde qui va venir essayer de solliciter pour savoir ce qui se passe. C'est logique. Et eux aussi, ils ont les médecins qui les appellent, qui engueulent au téléphone, votre site ne marche pas, c'est inadmissible, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis après, il y a aussi chez nous, dans la direction, au fur et à mesure, ça monte. Et donc, sur une cellule de crise, des fois, on va être embêté, interrompu par des appels, par tout le monde, par des Slack, des messages, des SMS. Et donc le Communication Manager, lui, son but, c'est de fournir assez d'informations à l'extérieur pour qu'eux n'en demandent pas. Donc d'habitude, c'est relativement simple. On va dire où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui se passe. Et au début, c'est surtout en interne. On va envoyer un mail, donc essayez pas de lire, c'est trop petit, mais pour dire, il y a un incident, on a ou pas découvert la root cause et on a l'heure de fin estimée. Donc ça, on l'envoie toutes les 15 minutes et à la fin, on a un petit truc vert pour dire « Ok, c'est bon, retour à l'heure normale ». Et en fonction des crises, on va aussi envoyer ce qu'il faut répondre aux gens quand ils nous appellent. Parce que forcément, si on a un gros problème, il y a des gens qui vont nous appeler, qui vont demander. Et là, il faut leur expliquer, est-ce qu'ils ont une solution de contournement ou est-ce qu'il faut qu'ils attendent encore un petit peu. Au fur et à mesure, on a mis aussi des checklists, parce qu'on s'est aperçu au fur et à mesure des crises que on a encore oublié ça. On a encore oublié qu'on pouvait rollbacker finalement très rapidement. Donc on a fait des checklists comme ça. Alors au début sur Excel, c'était hyper chiant, donc on les suivait pas, donc ça servait à rien. Et donc on a créé une petite appli où au moins ça nous rappelle, on a juste un clic sur un bouton pour dire ça y est, je l'ai fait. Je le ferai plus tard parce que là j'ai pas de quoi décider. Finalement je le ferai. C'était une bonne idée votre truc, mais je le ferai pas. Ou arrêter de m'embêter, là, le bouton rouge, pour dire à chaque fois je vois cet item de checklist, mais en fait ça sert à rien. J'aimerais bien juste qu'on arrête de me poser cette question-là. Et troisième rôle dans une cellule des crises, aussi très importante, c'est ce qu'on appelle chez nous le scribe. Donc il a un boulot relativement simple. C'est d'essayer d'écrire tout ce qui se passe, tout ce qu'il entend. Il y a une question, je note la question. Il y a quelqu'un qui donne une réponse, je note la réponse, tout simplement. Alors c'est quelque chose, à un moment je me suis dit, on pourrait peut-être l'automatiser quand même, parce que c'est chiant d'avoir quelqu'un qui tape comme ça. Et en fait, il y a 2-3 petits avantages. Un, c'est que ça filtre toutes les conneries qu'on peut dire déjà. Ça, c'est pas mal. Et aussi, c'est un super moyen d'apprentissage pour les gens. Il y a plein de développeurs qui alors, ils se battent pas complètement pour être scribe, mais ils se disent, moi j'aime bien y aller, parce qu'en fait, c'est un monde que je connais pas, et là j'apprends beaucoup de choses. C'est top. Donc super école d'apprentissage. Ça nous permet aussi d'avoir ces scripts. Donc ça, c'est un vrai script, un vrai copie d'écran de notre application. Ça nous permet de revenir sur les incidents et comprendre ce qui s'est passé pendant la gestion de crise pour l'améliorer. Et j'ai highlighté un des trucs où c'est moi qui parle juste avant pour dire mais en fait, est-ce qu'on sait quand est-ce que ça a commencé? Et il y a Jesse, un fondateur, qui me rappelle un peu alors pour dire non, là on va se focus sur la mitigation. Et pourquoi? Parce qu'il est toujours hyper important de mitiger avant de corriger. Or, on est développeur, on est ingénieur, on a envie de corriger les choses. Ah, il y a ça qui ne marche pas, ok, pourquoi?
Ah bah parce que ça, ah ouais, bah très bien, oui, je vois, je vais corriger, ça marche. Ah mais en fait non, ça marche pas comme ça, c'est plus compliqué. Oui, oui, j'ai la solution. Et là, on a perdu des heures et des heures. Alors que bien souvent, on peut avoir des actions de mitigation beaucoup plus rapides qui nous permettent après de trouver des routes causes de façon beaucoup plus sereine. Mitiger, on a 2-3 boutons pour ça. Alors plus ou moins impactant, plus ou moins compliqué. On peut rajouter de la ressource, rajouter des serveurs, rajouter des instances Aurora. Ça prend quelques minutes, mais ça marche bien. On peut changer de data center. Donc là, c'est s'il y a un data center qui brûle, comme celui de OVH. C'est un peu gratuit, ça. En tout cas, si un jour, notre data center, on peut basculer sur un autre. Ça prend 10 minutes, ça sera 10 minutes probablement d'indispo, mais ça marche. Donc ça, on va le faire en dernier recours. On l'a vu sur la keynote d'avant, on a notre liste d'attente, la waiting room. On peut bloquer le trafic patient aussi. Parce que notre but, c'est de faire en sorte que notre service soit disponible, d'abord pour les docteurs. Si les patients ne peuvent pas prendre rendez-vous pendant quelques minutes, pendant plusieurs dizaines de minutes, c'est dommage, mais on préfère privilégier le trafic docteur. On peut désactiver des features, on utilise pas mal de feature switch, donc des fois on peut se dire, on sent que c'est cette feature-là qui pose problème, on peut l'activer, déployer, désactiver. On peut déployer du nouveau code, donc ça met plus longtemps. Et on a aussi le rollback. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, hop. Ah, un petit rollback. C'est-à-dire que dès qu'on voit un problème, on peut se dire, ah, vite, 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 on revient à la version précédente. Et ça, aujourd'hui, on est capable de le faire parce que c'est aussi une philosophie qu'on a mis dans la tête de tous nos développeurs, que leur code peut être rollbacké à tout moment. Alors, on ne va pas revenir sur quelque chose à plus de 2 jours, mais on peut rollbacker très facilement n'importe quel code. Il faut que nos développeurs le fassent. On déploie 3 fois par jour. Donc la plupart du temps, si on déploie, si on attend le déploiement d'après, on n'a pas perdu beaucoup d'heures. Il n'y a rien qui soit vraiment primordial à quelques heures, sauf exception, bien sûr. Là, il y a un autre, pour vous montrer un peu ce qui se passe. Donc j'ai repris une capture d'écran d'un script. Donc c'est au tout début, hein, le premier 17h50, c'était le premier script qui a été écrit. Est-ce qu'on peut rollback? Il y a Ali qui dit non, mais en fait il dit même pas oui, il le fait quoi. Maintenant c'est une habitude. 1 minute après, ça y est, c'est lancé, et on voit qu'en bas là, à 4 minutes après, ça y est, c'est fini, le rollback est fini, et on est revenu à la version d'avant. Ça c'est quelque chose aussi qu'on a amélioré au fur et à mesure, parce qu'à un moment on s'est dit, en fait on met autant de temps à déployer l'ancien code que le nouveau. Pourtant, il y a plein de choses qui étaient déjà là. Et donc maintenant, c'est plus 10 minutes, c'est plus 4 minutes. Je crois qu'on est à 2 minutes environ pour déployer l'ancien code. Donc la plupart des incidents, dès qu'ils sont détectés, peuvent être résolus en 2 minutes. Sauf bien sûr, de temps en temps, quand on passe à la télé. Alors quand on passe à la télé, au tout début de Doctolib, c'était impactant. Et donc il y avait nos relations presse qui nous disaient, attention, il y a le CEO qui va passer aux 20h, etc. Puis au fur et à mesure, on s'est amélioré. On a mis aussi un joli autoscaling. Parce que c'est vrai, une fois j'ai vu sur des tweets dire ah, ça tient pas, vous n'avez qu'à mettre de autoscaling. Alors c'est vrai qu'on est sur un monolithe, mais on a quand même 2-3 notions. Donc ça, on l'a déjà mis en place. Sauf effectivement, dans la keynote avant, on en parlait, quand Macron annonce que tout le monde doit se faire vacciner pour aller au bar, ça donne ça. Ça, c'est vraiment de la représentation dans New Relic des transactions, donc c'est une bonne représentation de l'activité sur notre site. Tout à gauche, vous avez une petite colline. Donc c'est le retour de pause déjeuner, et ça augmente progressivement. Donc on a une pente douce. Donc l'autoscaling, il marche très bien pour ça. Parce que pareil, l'activité sur les CPU, sur les instances Aura, tout ça, ça augmente progressivement. Ça arrive à un palier, hop, on renvoie des serveurs, et ça marche bien. À 20h, là, il y a tout le monde qui se connecte sur son canapé en même temps. Et donc, en moins de 2 minutes, on a une activité qui explose. Et là, il y a l'autoscaling qui le détecte, déjà un petit peu trop tard. Et surtout, il envoie les machines, mais ça va mettre 30 secondes pour les pods, pour la partie serveur, et quelques minutes pour la partie Aura. Donc, il est déjà un petit peu trop tard. Donc là, c'est effectivement un petit peu la panique à bord. Donc, on désactive l'autoscaling pour essayer de mettre tout à fond. Et les 2 petites creux que vous voyez là-haut, les 2 petites dents, c'est au moment où on met en place la waiting room, la liste d'attente.
ce qui permet de limiter le service, de faire en sorte que les gens qui sont déjà passés derrière la file d'attente, eux, ils continuent et que ce soit smooth et fluide, pendant que les autres, désolé, ils attendent un petit peu. Donc après, comme on tâtonne un petit peu là-dessus, on le remet, ça explose encore un peu trop, hop, on redescend, pour essayer d'avoir un maximum de monde qui a une expérience rapide. Pourquoi ça ne marche plus? C'est dommage. Oui, il y a Nico Martignol qui a fait des super articles, si vous voulez vraiment avoir, pour vous plonger dedans dans cette soirée. On a minute par minute un peu ce qui se passe. C'est assez top, je vous invite à le lire, un en anglais, un en français, pour ceux qui préfèrent. Qu'est-ce qui se passe après une crise? L'important, c'est aussi de ne pas la reproduire. Comme dirait une super personne que je ne connais pas, mais qui s'appelle George Bernard Shaw, le succès ne consiste pas à ne jamais faire d'erreurs, mais à ne pas les refaire 2 fois. Et c'est vraiment cette philosophie qu'il faut qu'on ait en tant que développeur, d'essayer de jamais la reproduire. On essaye d'avoir un risque 0, on essaye de ne pas mettre de bugs, on fait des tests unitaires, on a plus de 30 000 nous sur notre code base, super, mais à la fin, il y a des risques que ça pète. Par contre, on va éviter de le refaire une 2e fois. Donc nos post-mortem, important de le préciser, mais bien sûr, ils sont blameless, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire « Ah, c'était toi, fais mieux la prochaine fois ». On est là vraiment pour trouver les mécanismes qui font qu'on est arrivé à ce problème-là. Un post-mortem, ça ressemble à peu près à ça. On explique pourquoi les incidents précis pour les utilisateurs, est-ce qu'au final c'était grave ou pas, parce que de temps en temps on a envie de se dire vite, il faut corriger, et après on se rend compte que finalement c'était pas si grave. Une fois j'ai quand même passé toute une après-midi, une partie de la soirée, pour après se dire, mais en fait l'incident il impactait qu'un centre de soins, mais il y avait 5 personnes dedans. Et en fait, on aurait pu se dire que le temps passé par la dizaine de développeurs qui étaient mobilisés, au final, elle aurait pu être passé de façon plus impactante sur autre chose et qu'on aurait pu faire ça de façon plus sereine. Et qu'on aurait pu résoudre le problème juste en communiquant mieux avec le centre de soins et en ayant des actions plus directes. On a cette analyse de 5 pourquoi. Donc 5 pourquoi, c'est de se poser à chaque fois la question pourquoi c'est arrivé et à chaque fois de faire un cran en plus. Donc là, on a un petit exemple. Un jour, on avait notre site down. Pourquoi il était down? Parce qu'il manquait des assets, les JavaScript, les images, etc. Ça, c'était pas accessible. Pourquoi c'était pas accessible? Parce qu'elles ont été mal déployées. Et pourquoi elles ont été mal déployées? Parce qu'en fait, il y avait 2 déploiements en parallèle. Et pourquoi il y en avait 2 en parallèle? Parce qu'en fait, la personne avait rafraîchi la page. Hein? Mais pourquoi elle avait rafraîchi la page? Parce qu'elle a rafraîchi la page déjà. Mais surtout, qu'en rafraîchissant la page, ça relançait un déploiement. Personne ne s'en était rendu compte jusque-là, mais ça le faisait. Et autre problème, c'est que notre déploiement, il ne vérifiait pas qu'il y en avait un autre en cours. Et ça amenait ce problème-là. Et donc, après avoir fait cet exercice, on peut trouver des actions concrètes, vraiment spécifiques, pour éviter que ça se reproduise. Donc là, typiquement, on s'est dit, facile, déjà sur notre interface de déploiement, on va éviter que le rafraîchissement relance un déploiement, c'est la base. Et on va faire en sorte que le déploiement, la première chose qu'il fait, c'est de vérifier qu'il n'y en a pas un autre en cours. Et s'il y en a un autre en cours, juste il s'arrête. Dans les actions, il faut essayer de trouver des actions vraiment qui aillent au fond du problème et surtout qui n'appellent pas à la bienveillance des gens et à leur bonne volonté. Il y a Edward Demings qui dit ça, qui dit que finalement un mauvais process va battre à coup sûr la bonne volonté des gens. Et pour vous expliquer ça, j'ai une petite histoire de cookie. C'est qu'une fois, encore mon équipe, on fait tomber la prod, 2e fois. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on l'a fait? On fait l'exercice des 5 pourquoi, etc. Et en fait, on arrive au moment où en fait, on a juste changé la façon dont on gère les cookies de notre site. On était passé en HTTPS pour améliorer la sécurité, super. Mais en fait, on avait oublié que lorsqu'on faisait ça, on avait le client JavaScript et le back-end qui allaient être incompatibles et que ça allait provoquer une indisponibilité de notre site. Donc en faisant rien, au fur et à mesure, ça marche. Donc ça nous
Ça a provoqué 10 minutes un peu de problème. Et après, ça s'est résolu tout seul. Mais on s'est dit, c'est quand même con cette histoire de cookies. En plus, il y avait quelqu'un dans la salle. Ah, ben oui, moi aussi, j'avais vu ce problème-là il y a un an. Et donc là, on s'est dit, bah, comment est-ce qu'on résout le problème? Donc on s'est dit, bah, déjà, on va documenter, expliquer ce qu'il faut faire, pourquoi c'est assez dangereux, et comment faire pour que justement ça se passe bien. Donc on fait tout ça. Après, on se dit, bah, ça, il faut le communiquer quand même. Donc on fait une petite présentation à notre Tech Time. Notre Tech Time, c'est une réunion de développeurs toutes les 2 semaines où on se partage des infos, on fait des petits tips comme ça. Donc on dit attention, les cookies c'est important et puis ça peut provoquer des downs. Donc faites attention, tout est documenté là, c'est super, youpi. Et puis à peu près un an après, je vais dans une cellule de crise, le site est indisponibilité, ça ne marche pas. On retrouve la route cause, des cookies. Ah merde, on avait documenté, etc. Mais en fait, c'est logique, on est un peu stupide là-dessus. C'est que des développeurs, on en recrute plein. Donc déjà, au bout d'un an, il y a la moitié des développeurs qui n'avaient pas vu notre présentation. Et au bout d'un an, la plupart ont un peu oublié. On ne peut pas non plus tous rappeler. Donc même si les gens sont de super bonnes intentions, il n'y avait rien de mécanique et d'automatique dans ce qu'on avait mis. Du coup, ce qu'on a fait, on a déjà réfléchi, c'est pas bête, on a réfléchi à se dire comment est-ce qu'on peut donner cette information, de savoir que c'est compliqué, au moment où c'est le plus pertinent. Et donc maintenant, on a des petits scripts qui automatiquement, sur n'importe quelle modification de code, si elle a marqué la chaîne cookie dedans, et ben en fait, ça dit ah, attention, tu bouges des cookies, on a déjà eu 2 downs à cause de ça, regarde, il y a toute la doc qui est là, et donc si après tu es sûr, bah vas-y, un commit, il n'y a pas de souci, mais fais bien attention. Et donc là, ça nous permet d'être sûr que les gens ont la bonne information au bon moment. Les post-mortem, c'est chiant à écrire, ça prend du temps. Donc, souvent, on a eu du temps à écrire. Il y a des gens qui nous disent ah, mais en fait, c'est un peu chiant. Et puis, ma feature, c'est hyper important de le faire. Et donc, bah oui, je suis en retard. Oui, c'est long. Puis, de toute façon, au bout de 2 mois, on se dit mais sinon, c'était à 2 mois, c'est obsolète. Ça sert à rien. Et donc, ça, on a vraiment un appui de tout le monde, la direction les premiers, pour dire attention, notre premier but, on vous le rappelle, c'est de faire en sorte que notre site soit up, soit disponible. Donc, s'il y a une crise et un problème en prod, forcément, c'est ce qui est le plus important, il faut le résoudre. Mais juste après, il y a la rédaction des post-mortem. Pourquoi? Parce que si on a eu une crise, ça veut dire qu'on a un problème, on a un risque sur notre système, un risque qui est déjà là, puisqu'il a déjà été fait, il a déjà été prouvé. Du coup, si on n'est pas en crise, il faut qu'on trouve les actions pour éviter qu'on ait ce problème-là. Et après, il y a tout le reste. Après, on fait des features, après, on corrige des bugs, etc. etc. Pas de souci. C'est un process qu'on fait évoluer au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, comme je disais tout à l'heure, on n'avait pas notre jolie interface, on avait une checklist sur des fichiers Excel. Fichier Excel, c'était bien parce qu'on voyait tout, mais par contre, c'était hyper chiant parce qu'à chaque fois qu'on faisait une action, il fallait ouvrir ce fichier, beaucoup trop long. Donc, on est de bonne volonté, la première fois on le fait, puis au bout de 2-3 fois on dit bah tant pis, et puis en plus la checklist je commence à la connaître, je sais ce qu'il faut faire. Sauf qu'avec les post-mortem on se dit la meilleure action pour résoudre le problème rapidement, ça va être de rajouter un item dans la checklist pour être sûr qu'on pense à faire cette action. Oui, sauf que si les gens ne l'utilisent plus, cette checklist, bah, ça ne marche pas. Donc on a enlevé le fichier Excel et on a fait l'interface qui permet de passer très rapidement sur toutes les actions qu'on a à faire. Et c'est un peu ça aussi un des messages que je voulais vous faire passer. C'est si vous voulez mettre en place ces crises-là, cette gestion de crise, faites pas comme nous maintenant, faites comme nous au début, c'est-à-dire faites un petit process qui va être efficace pour votre contexte et après faites-le évoluer. Nous, je ne pense pas qu'on soit à la fin de l'évolution. Il y en a qui sont largement plus avancés que nous. Mais on l'améliore à chaque fois. Donc, ça, je vous le rappelle, jamais faire 2 fois la même erreur. C'est le plus important. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Hop. Et j'ai pas mal de temps pour les questions, parce que du coup, j'ai dû oublier des choses.
Alors la question, c'est quand Macron ne nous appelle pas, combien d'incidents en moyenne on a? Je pourrais avoir cette stat, mais je ne l'ai pas en tête. En ordre d'idée, je pense que je dirais qu'en moyenne, on devrait en avoir une par jour. C'est-à-dire un petit SMS qui nous dit ah, il y a quelque chose qui se passe. Après, on a différents niveaux. C'est-à-dire que, comme je disais, il y a pas mal de problèmes qui se résolvent soit en faisant rien. Typiquement, des fois, il y a un pic d'activité anormal, pas forcément pour un tweet de Macron ou etc. Mais à un moment, il y a quelque chose qui se passe et finalement, la seule chose qu'on fait, c'est de regarder l'autoscaling et se dit ah bah en fait, il est parti, donc dans 2 minutes, ça va marcher. Ou le rollback, voilà, ça c'est un classique. Ah en fait, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Ok, on revient à la version d'avant. On trouve l'équipe qui a finalement le commit qui allait pas, et puis c'est fini. Après, on a voilà, un des trucs que j'ai oublié de parler, c'est l'escalade. Donc, sur une crise normale, on a une partie des développeurs qui sont notifiés. On a un petit message qui nous dit, eh ben, voilà, ça concerne ça, ça permet aux développeurs eux-mêmes de filtrer pour savoir si eux, ils vont dans la cellule de crise ou pas. Et après, il y a un bouton qui s'appelle escalade, en haut de crise. Et donc là, ça va notifier d'autres personnes, dont le CEO, dont le CTO d'ailleurs. Et ça permet aussi à des gens de se dire ah, en fait, je pensais que c'était pas très grave, selon le message, mais en fait, là, c'est grave. J'avais quelque chose d'hyper important à faire, bah tant pis, là, j'y vais. Et par contre, ça arrive assez peu, je dirais peut-être une fois par mois, où on se dit vraiment, là, c'est le caca. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui était en bleu, hein. Alors la question, c'est quel outil on utilise pour la gestion d'incidents. Alors il y a plusieurs choses. Là, les screenshots que je vous ai montrés, c'est in-house, c'est une application vraiment qu'on a développée nous-mêmes, ce qui me permet de coder de temps en temps. Ça, c'est sympa. Mais on a aussi l'équipe SRI qui a du PagerDuty typiquement. Après, il y a toutes les alertings, Datadog, New Relic, tout ça. Mais cette gestion de crise-là, on l'a fait in-house. Je sais que j'avais regardé un projet de GitHub, je crois, qui s'appelle Refine ou quelque chose comme ça. Mais en fait, c'était beaucoup plus axé sur les post-mortem, sur la gestion d'après. Alors nous, le premier but, c'était de trouver et de faire un outil qui nous permette de résoudre les problèmes le plus rapidement possible. D'où les checklists, d'où le scribe. Voilà. C'est ça, donc plutôt in-house sur ce coup-là. Ouais. De rien. Mhm. Ouais. Alors la question, je vais la résumer quand même. C'est en quelle langue on parle et est-ce que ça pose des problèmes de parler en anglais, etc. Bah, c'est pareil, on évolue. C'est-à-dire qu'au début, on était très français. Il n'y avait que des Français, donc on gérait l'écrit en français. À un moment, Doctolib, maintenant, on dit notre langue principale, c'est l'anglais. Donc, c'est-à-dire que toutes les communications écrites doivent être en anglais. Et que, effectivement, on demande un niveau d'anglais au début. Donc, c'est rarement prohibitoire. Parce que, bon, après, dans la communauté développeur, la plupart des gens ont un certain niveau d'anglais. Et après, par contre, il y a des gens qui ont dit, bah ouais, c'est bien, mais par contre, dans les 6 premiers mois, il faut que tu montes quand même ton niveau d'anglais. Donc après, on a des formations, on a l'accompagnement, on a un professeur d'anglais dans la boîte, etc., pour aider ça. Et donc à la fin, ça pose plus de problème. Ça pose plus de problème. Je t'aurais pas dit ça il y a 1 an et demi, je pense, où en crise, c'était régulier qu'en fait, on se dit, bon, tant pis l'anglais, et là, il faut qu'on résoudre la crise. Il faut qu'on résolve la crise, pardon. Donc bah, c'est pareil, c'est aussi un apprentissage et une évolution. Sachant qu'on a... Pardon? On a de la formation en interne et aussi on recrute des gens internationaux. Donc il y a des gens qui ne parlent pas français. On a des développeurs en Allemagne, dans mes équipes, il y avait une népalaise, bref. On a... Donc au fur et à mesure, ça aide. Et puis on aide effectivement avec des programmes en interne pour que ce soit jamais un frein.
Pardon? Alors, c'est quoi la typologie de nos effectifs? Donc, où est-ce que quand on grandit, c'est plus simple de gérer les crises? Voilà. Et la deuxième, c'est est-ce qu'avec le Covid, ça nous a amené à augmenter les effectifs? Alors déjà, sur la deuxième, on augmente toujours nos effectifs. Doctolib, c'est toujours phase d'hypercroissance. Donc, on va à peu près doubler les effectifs tous les ans, à peu près. Et ça, c'est vrai depuis que je suis arrivé. Moi, je suis arrivé il y a 3 ans, on était une vingtaine de développeurs, et je crois que là, on est une 200 à peu près. 3 ans et demi. Et est-ce que c'est plus facile de gérer les crises maintenant? En fait, je dirais que c'est plus compliqué, parce qu'au début, il y avait les 20 développeurs dans la salle, et du coup, qui a fait quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a modifié quelque chose? Est-ce que les infras, vous avez fait quelque chose? Oui, non. Hop, et on arrivait facilement à voir ça. Et puis, on avait aussi des personnes qui avaient quasiment l'entièreté de la code base dans leur tête. On avait les Jesse, les Yvan, qui sont toujours là. En fait, ils avaient quasiment tout codé, donc ils savaient ce qui se passait. Ils avaient beaucoup participé à l'infra, hyper facile. Avec la croissance, tout devient plus compliqué. Il n'y a plus personne à Doctolib qui a l'ensemble de l'application dans sa tête. Et toutes les équipes font des choses compliquées. Les infras, ça devient de plus en plus complexe. Et c'est une bonne chose. Et du coup, c'est pour ça qu'on amène aussi une gestion de crise de plus en plus automatisée, avec des process de plus en plus précis, pour être sûr qu'on n'oublie rien et qu'on ait des bonnes actions. Donc, ce n'est pas la croissance qui fait que c'est plus simple, parce que c'est plus compliqué, mais on s'outille pour que ça reste efficace. Ouais. Alors la question c'est quoi un peu l'évolution entre les débuts et maintenant? Alors avant c'était surtout il y a un problème, même les gens ils étaient tous sur le même plateau. Du coup il y avait un problème au support. Le support disait hey, Jesse, un problème? Ah ouais, attends, qu'est-ce qui se passe? On a déployé. Il y avait tout le monde au même endroit. La première génération, je pense, c'est au moment où on a dit on va faire des cellules de crise. Donc avec un process, donc je parlais des checklists Excel, là, c'était la première version. On a mis ça en place. Donc on a rodé un petit peu les rôles au début. D'ailleurs, on avait plusieurs rôles, et c'était important, je l'ai pas dit. Mais on a des rôles de mitigateur et d'investigateur. C'est bien de les faire en même temps, mais c'est bien de séparer aussi les choses. Donc, première génération, c'est vraiment de mettre en place le process, très simple. 3 rôles, des checklists sur Excel et c'est parti. On a une deuxième génération, je pense, c'était l'arrivée des post-mortem beaucoup plus cadrés, comme je vous l'ai montré. Parce qu'au début, c'était plus, voilà, YOLO, on fait un post-mortem, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, on s'est mis en place ce process-là, avec aussi des personnes qui font des reviews du post-mortem pour se dire, mais finalement, est-ce que ce qui a marqué, c'est cohérent? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait être plus précis? Parce que des fois, on était, ouais, ça a impacté beaucoup de monde. Oui, mais beaucoup de monde, c'est quoi? C'est 10, c'est 100, c'est 1000, c'est 100 000, et pendant combien de temps? Et ça encore, c'était important. Donc deuxième génération, je pense, c'est l'arrivée de ces post-mortem beaucoup plus cadrés. Après, on a eu, je dirais, une troisième génération, mais c'est au moment où on s'est dit, les trucs sur Excel, c'est nul, et on part. Et je pense que maintenant, la troisième, ce que j'appellerais, ou en tout cas, je ne sais plus à combien je suis, mais la génération actuelle, c'est plutôt avec la partie qui est vraiment SRI. On a vraiment une équipe qui n'est pas dédiée que à ça, mais en partie, de faire en sorte que ce soit son job de résoudre les problèmes. Typiquement, avant, c'était un peu à la bonne volonté des gens de faire les crises, surtout en dehors des horaires de travail. Donc là, on se disait, bon, de toute façon, dans notre contrat, on n'est pas là pour ça, donc on fait au mieux. Si vous êtes au restaurant, comme le VP, lorsqu'il y a des problèmes, tant pis. Mais on fera avec les gens qui sont là. Là, maintenant, on a typiquement mis des astreintes. Donc, on a une équipe qui, dans son contrat, a des astreintes, s'est organisée, etc., pour gérer ça. Et aussi, une autre évolution aussi qu'on a faite, c'est
en plus des monitorings très techniques qu'on a, c'est de faire ce qu'on appelle des BGR, Business Golden Rule. En gros, c'est des monitorings fonctionnels de l'application. Donc typiquement, quand on a une chute brutale du nombre de rendez-vous qui sont pris sur la plateforme, on sait qu'il y a un problème. Donc ça, typiquement, la nuit, on ne regarde pas parce qu'il y a trop de faux négatifs, trop faux positifs, pardon. Mais par contre, en journée, s'il y a un drop de plus de 5% en quelques minutes, on dit, on ne sait pas pourquoi, mais il y a une crise et on le fait. Donc encore une évolution du process. Je crois qu'il y avait quelqu'un là-bas. Oui, très bonne question. Comment on choisit les incident managers? Est-ce que c'est la même personne ou pas? Les incident managers, comme je disais tout à l'heure, c'est les gens qu'il faut qu'ils arrivent à garder la tête froide. Donc ils arrivent à garder la tête froide parce que y a tout le monde qui crie là-dedans et qu'on a aussi des gens à grande gueule dans la pièce. Et donc si eux, qui sont les meilleurs d'ailleurs pour résoudre, pour à la fin trouver ça, mais des fois ils ont tendance un peu à se parler dessus et puis à faire un peu toutes les choses dans leur coin. Donc le but de l'incident manager, c'est d'arriver à garder la tête froide pour tout le monde et à avoir finalement une certaine autorité pour s'imposer dans cet univers de grande gueule. Donc c'est pas forcément les plus experts sur la technique. D'ailleurs, on leur demande à eux de ne pas aller investiguer, parce que si moi je fais ça, je vais m'embarquer sur je vais corriger le bug. Alors que quand je suis incident manager, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'être sûr que ça avance, qu'on fasse bien les actions jusqu'au bout et qu'on n'oublie rien. Et donc, comment on les choisit? Historiquement, typiquement, c'était souvent les engineering managers. Pourquoi? Parce que c'était ceux qui avaient le plus de bouteilles, le plus d'expérience et qui pouvaient le faire. Et au fur et à mesure, alors, en interne aussi, maintenant, on a des formations là-dessus, sur lesquelles on repasse en revue des scripts, des transcripts pour vérifier. Et finalement, on les forme. Et ça va être plutôt les gens qui arrivent à garder la tête froide et arrivent à driver un petit peu tout le monde. Alors, ça ne peut pas être une seule personne. Enfin, en tout cas, on a choisi de ne pas le faire à une seule personne. C'est un rôle tournant. Au début, on voulait que ce soit faire. Donc, le round robin qu'on avait implémenté, enfin que j'ai implémenté, c'est de dire tu seras incident manager jusqu'à ce qu'il y ait une crise. Parce qu'à une époque, on était moins ainsi, donc on avait un peu moins de crises en nombre. Et puis maintenant, on dit non, on a envie d'être prédictible. Donc, toi, tu seras lundi, toi, tu seras mardi, etc. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une quinzaine de personnes, je pense, qui ont ce rôle-là. Alors, lorsqu'on appuie sur la question, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on appuie sur l'escalade? Alors, première chose, c'est qu'effectivement, on envoie un SMS à tous ceux qui sont notifiés d'habitude pour leur dire attention, on monte le niveau de crise. Et ça envoie aussi un SMS à des gens qui n'étaient pas notifiés auparavant. Donc, typiquement, vous avez le CTO qui, les incidents, on va dire classiques, il n'a pas envie de le savoir. Par contre, les incidents graves, là, il va être notifié. Donc, ça permet d'envoyer à d'autres personnes pour les informer. Ça permet à des gens dans la boîte de se dire, effectivement, moi, j'avais une chose d'important. Là, il faut absolument que j'y aille pour résoudre. Ça va changer la communication qu'on fait aussi et les modes de communication. Typiquement, en cas d'incident majeur, c'est souvent là où on fait une com à déjà toute la boîte. Parce que les premiers emails que je vous ai montrés, là, c'est une partie réduite. C'est plutôt la tech, le support qui, eux, sont sollicités. Par contre, en cas d'incident majeur, on envoie à toute la boîte, typiquement. Ça va aussi, dans les personnes qui sont notifiées, il y a la personne de la relation publique qui, elle, va venir pour, si on doit faire de la communication externe, c'est elle qui va vérifier qu'on fait la bonne com au bon moment, aux bonnes personnes. Est-ce que les rôles sont changés? Non, on ne change pas les rôles. C'est juste que des fois, il y a des personnes qui y arrivent en plus. Voilà. Mais on ne change pas les rôles. Typiquement, le scribe, incident manager, communication manager, non, ça ne va pas changer. Oui, c'est arrivé qu'on change, mais après, après, on s'adapte et en fonction. Typiquement, sur une crise qui dure plusieurs heures, à bout d'un moment, il y a le script qui est moi, j'en ai marre, les gars. Donc j'aimerais bien le changer. Sur l'incident manager, c'est vrai que typiquement, s'il y a quelqu'un qui, on voit, est un peu débordé parce que c'est plus gros que ce qu'il a l'habitude de gérer,
Pareil, c'est effectivement l'incident manager, on peut le changer. Attends. Alors les incidents de sécurité, il y a à peu près les mêmes rôles. La personne qui gère la crise, le scribe, le communication manager. Par contre, c'est un sous-set des gens. Parce qu'à un moment, on se disait, bah ouais, on a un incident de sécurité. Alors c'était pas très grave, hein, mais on avait 40 personnes dans la salle et des gens qui avaient rien à voir. Et donc là, on s'est dit, le jour où on a un incident de sécurité qui implique des gens en interne, ce serait peut-être pas top qu'il y ait 150 personnes dans la room. Donc maintenant, les incidents de sécurité, c'est l'équipe sécurité qui sont notifiés, qui savent qu'il y a une crise et qui peuvent voir aussi les scripts. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais tous les screenshots que je vais montrer, c'est accessible à tout le monde, à toute la boîte, c'est ouvert et puis on peut comme ça s'améliorer, aller voir. Par contre, la sécurité, c'est quand même un peu plus sensible. Du coup, là, c'est restreint. Tout le monde n'a pas le droit d'aller voir ce qui s'est passé et les problèmes. Donc c'est la même chose, spécifique sécurité, avec des personnes spécifiques aussi. Pour chaque incident, on améliore nos tests automatiques. Alors c'est souvent une réponse où on arrive, on se dit bah, comment ça se fait que ça n'a pas été testé, comment ça se fait qu'on ne l'ait pas détecté. Donc des fois effectivement c'est bah, zut, on a raté un test. Donc là après c'est plutôt de se dire, alors c'est bien de le corriger hein, et de rajouter un test, après c'est plutôt de se dire comment est-ce qu'on est arrivé au fait qu'il n'y ait pas de test unitaire là-dessus. Donc typiquement il y a des cas un peu tricky où on a plusieurs feature switch qui s'entremêlent et là on va essayer de trouver la façon de faire pour que ça ne se reproduise plus. Après, les tests, on en a quand même beaucoup et ça marche. Ça va. Mais voilà, c'est effectivement une des réponses qu'on peut arriver à déjà rajouter le test, mais surtout, comment on fait pour qu'on soit sûr de ne pas rater de test. Ouais. Ça va ? Pardon, excuse-moi, j'ai pas compris. Oui, alors la question c'est quand est-ce qu'on passe d'une alerte à une crise. Alors les alertes, on va dire, j'imagine que c'est plutôt les alertes côté infra dont tu parles. Bah, là, c'est vraiment du côté SRI que ça se passe. Donc soit en fait ils ont le playbook, la procédure pour résoudre, donc là ça va. Soit ils l'ont pas et donc là ils vont déclencher une crise. Soit, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs choses qui clignotent en même temps et donc on n'a pas la procédure. En gros, si on a une procédure qui dit bah, il y a ça qui se passe, dans 5 minutes, tu as fini, si tu suis ça, on ne va pas lancer d'incident, comme là. Soit on n'a pas la procédure, et donc là, on lance un incident. Ouais. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.